Bonjour les élèves, deuxième bac, sciences mathématiques et sciences physiques, ainsi que sciences techniques et aussi sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de la leçon intitulée Transformation chimique, substitution dans les deux sens. La première partie s'était consacrée à la théorie de Bronsted concernant les acides, les bases et les transformations acido-basiques. Bon, la deuxième paragraphe, il s'agit de pH d'une solution aqueuse. Bon, alors avant de commencer la définition, je dois dire que pH, c'est une notion qui a été introduite par Sorensen, c'était en 1909, pour exprimer la propriété d'une solution aqueuse ou bien la nature d'une solution aqueuse s'il est acide ou bien elle est basique. Et on sait que la nature d'une solution aqueuse est liée à la concentration des ions H3O+, ça veut dire la concentration des ions oxonium. En comparant cette concentration à la concentration des ions hydronium, ça veut dire les ions HO-, donc on déduit si la concentration de H3+ est supérieure à la concentration de HO-, alors la solution est acide. Si la concentration de H3O+ est inférieure à la concentration de HO-, la solution est basique. Mais si les deux concentrations sont égales, dans ce cas, la solution est neutre. Bon, nous, on va lier la pH ou bien le pH d'une solution aux concentrations de H3O+. Et Sorensen avait introduit la notion du logarithme pour définir le pH, et exactement le logarithme décimal. On va voir par la suite, ou bien je vais vous donner quelques propriétés du logarithme décimal qu'avait introduit Sorensen pour la définition de pH. Bon, alors je vais commencer par tout d'abord la définition. Alors qu'est-ce que c'est que pH? Alors pH, bien sûr, d'une solution aqueuse. Alors pH d'une solution aqueuse. En fait, on ne peut parler de pH que pour les solutions aqueuses. Et défini par la relation suivante. pH égale à l'opposé, c'est-à-dire moins, logarithme décimal. Donc, tout de suite, je vais vous parler du logarithme décimal et le logarithme en général, logarithme de la concentration de H3O+. Et aussi, par la suite, on va comprendre pourquoi Sorensen avait lié pH aux concentrations de H3O+ par cette fonction logarithme. Bon, on doit tout d'abord noter que pour calculer le pH d'une solution, en utilisant cette relation, donc je dois avoir l'unité de H3O+ en mol par litre. Ok? Si, par exemple, j'ai la solution de H3O+ exprimée en millimoles par litre ou bien en mol par mètre cube, je dois tout d'abord la convertir en mol par litre et puis j'introduis H3O+ dans le logarithme sans unité parce que le logarithme agit sur des nombres sans ou bien des réels, ou bien des grandeurs sans unité. Donc voilà la première chose. Donc H3 au plus doit être exprimé en mol litre moins 1. Donc pour calculer pH de la solution. Et le logarithme, c'est le logarithme décimal. Logarithme décimal. En fait, il y a plusieurs logarithmes et en général, on parle du logarithme à base A. A, c'est un nombre réel, positif. C'est pour cela que logarithme à base 10, okay, lorsque A égale à 10, le logarithme est dit logarithme décimal, c'est-à-dire à base 10. Donc, je vais ouvrir une parenthèse pour vous donner
une notion sur le logarithme que vous allez bien sûr l'étudier en mathématiques, cette année bien sûr. Nous, on va utiliser le logarithme pour le calcul de, ou bien la détermination du pH des solutions. C'est le logarithme décimal. Et on va utiliser un autre logarithme appelé logarithme népérien. Okay? Ça veut dire que sa base n'est pas 10, mais c'est un nombre réel qu'on va voir. Pour le nucléaire, lorsqu'on étudie bien sûr la désintégration radioactive. Bon, je vais parler du logarithme décimal. Alors donc, il s'agit d'une fonction réelle qu'on note par log. Okay? S'il s'agit d'un autre logarithme, on le note par logarithme à base A. Ok? Alors on s'est mis d'accord sur le fait que logarithme à base 10, on le note uniquement par cette notation sans ajouter ici 10. Alors donc c'est une fonction réelle définie de l'ensemble R étoile plus, ça veut dire que le logarithme n'agit que sur les réels positifs, et les images de R plus étoile appartiennent à l'ensemble R tout entier. Alors, donc pour x réel positif, strictement supérieur à 0, son image par logarithme y qui sera égal à logarithme de y. Bon, je vais vous donner les limites de la fonction logarithme. Donc, limite du logarithme à base 10, ou bien logarithme décimal de x lorsque x tend vers plus l'infini, égale à plus l'infini. Et la limite du logarithme de x lorsque x tend vers 0, bien sûr par valeur positive, ok? Ça veut dire à gauche de 0, égale à moins l'infini. Alors cette propriété, ces deux limites sont communes pour tous les logarithmes, quelle que soit leur base. Même chose pour l'égalité suivante. Alors, quelle que soit la base du logarithme, on a logarithme, donc soit à base 10 ou bien à base n'importe quel réel. Donc, logarithme de 1 égale à 0. C'est très important. Okay? Et par quoi on distingue le logarithme selon sa base? Alors, puisqu'il s'agit du logarithme décimal, donc logarithme décimal de 10 égale à 1. Okay. Ça veut dire en général, logarithme à base A de A égale à 1. Alors cette propriété est propre à chaque logarithme. Tandis que ces trois propriétés sont communes pour tous les logarithmes. Bon, je vais vous donner la représentation graphique du logarithme. Ok, alors là, on a x, et là, y égale à logarithme de x. Alors, sur l'axe des x, je vais prendre deux valeurs distinctes. La première valeur, c'est la valeur 1, okay, où le logarithme s'annule. Et la deuxième valeur, c'est 10. Ok, bon, je n'ai pas respecté l'échelle. Alors là, j'ai 10. Donc, pour 10, la valeur du logarithme, c'est 1. Ici, je n'ai pas respecté l'échelle. Donc, lorsque x tend vers 0, le logarithme tend vers l'infini. Donc, la courbe part de l'infini. Okay. Ça veut dire l'asymptote y, ou bien l'axe des y, c'est une asymptote. Et voilà, donc, il doit couper l'axe des x en 1. Et puis, il doit passer par ce point-là. Voilà. Et on continue comme ça. Alors là, donc, pour représenter la courbe comme il faut, donc je dois dériver la fonction, ok, et
tracer ici la tangente pour bien tracer la courbe. Mais moi, je ne veux pas entrer dans ces détails. Donc, je vous montre uniquement ce qui vous convient pour notre leçon de chimie et de physique. Alors donc, propriété du logarithme à base 10. Ou bien, donc ces propriétés que nous allons voir, donc sont communes pour tous les logarithmes, sauf la dernière propriété qui est commune, qui est propre au logarithme à base 10. Alors, l'importance de logarithme est qu'il transforme un produit de deux réels en une somme. Ça veut dire que, alors toujours, donc les réels sur lesquels agit le logarithme sont positifs et strictement supérieurs à 0 ou bien différents de 0. Ça veut dire quel que soit x appartient, quel que soit x et y appartiennent à R, bon, pardon, je commence par, oui, appartient à R plus étoile. Donc, logarithme de x, y égale, alors là, on a un produit. Lorsqu'on fait agir le logarithme sur chaque réel, on trouve qu'on obtient une somme, logarithme de x plus logarithme de y. La deuxième propriété est que le logarithme d'un rapport, transforme le rapport en une soustraction. Ça veut dire que logarithme de x sur y, égale à logarithme de x moins logarithme de y. Ok? Bon, ces deux propriétés sont communes pour tous les logarithmes, quelle que soit leur base. Et la propriété suivante, elle est liée uniquement à logarithme à base 10. Ok? Ça veut dire que si logarithme de x égale à y, alors dans ce cas, on a x, y appartient à R tout entier, ok? Alors, y égale à 10 à la puissance moins x. Voilà. Ok? Et vice-versa, ça veut dire ici il y a une équivalence. Et vice-versa. Ça veut dire que si y égale à 10 à la puissance moins x, bon, x dans ce cas doit être réel positif, alors, pardon, ici c'est pas moins, c'est plus, égal à 10 à la puissance x tout court. Ok. Y égale à 10 à la puissance x. Et voilà, donc nous, on va se servir de ces propriétés, et celle-là en physique nucléaire, et celle-là, on va s'en servir pour cette leçon. Bon, maintenant, on va voir la suite de la leçon. Bon, quelques remarques. Alors, d'après cette propriété, on a la concentration de H3O+, égale à 10 à la puissance moins pH. Voilà. Ça veut dire que la mesure de pH me permet de calculer la concentration de H3O+. Et la mesure de pH, c'est une technique physique qu'on utilise lors du dosage acido-basique, ou bien si on veut mesurer la concentration de H3O+ dans une solution aqueuse. Alors, deuxième remarque est que pH dépend
de la température. Alors, on a vu que la température est un facteur cinétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en plus que la température augmente la vitesse d'une transformation lente, elle aide à la dissociation d'une espèce chimique qu'on veut dissoudre dans l'eau. Okay? Donc, plus la température augmente, plus la dissolution s'effectue facilement et la concentration des ions augmente. Bon. Et puis, on a la définition de pH, ça veut dire que pH égale à moins logarithme de la concentration de H3O+. On utilise cette relation que pour les solutions diluées. Et utilisée que pour les solutions diluées. Alors, donc, une solution diluée, et lorsque sa concentration C, ça veut dire que la concentration C doit être strictement inférieure ou même égale à 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. Bon, d'après cette définition, on voit que pH croît, augmente, lorsque la concentration de H3 diminue. Donc pH augmente lorsque la concentration de H3O+ diminue. Et vice-versa, ça veut dire H3O+ diminue lorsque pH, ou bien si H3O+ diminue, pH augmente, et l'inverse, si H3O+ augmente, pH diminue à cause de ce signe moins. Ok? Bon, voyons voir maintenant l'échelle de pH. L'échelle de pH qu'on utilise. Ok? Alors là, je vais dresser un axe qui représente la concentration des ions H3O+, en mol par litre. Et là, un axe qui a un sens opposé, parce que lorsque la concentration est H3O+, pH augmente. Ici, pH. Alors pH, il est exprimé sans unité. Donc, alors on a dit que la solution, qu'on a le droit d'appliquer cette définition que si pH est inférieur ou égal à 5. Ça veut dire que la plus grande concentration qui nous permet d'utiliser cette définition est 5 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors ici, 5 fois 10 à la puissance moins 2. Bon, jusqu'à 10 à la puissance moins 14 mol par litre. Ok, je vais prendre entre ces deux concentrations, la concentration 7 fois 10 à la puissance, 10 à la puissance moins 7 mol. Ok. Donc, pour pH, alors lorsque la concentration de la solution est 10 à la puissance moins 14, pH, donc en appliquant cette définition, pH égale à moins le logarithme de H3O+. Donc essayez de calculer pH de cette concentration. Alors en appliquant, donc on a pH égale à moins logarithme décimal de 10 à la puissance moins 14. Alors d'après les définitions ou bien les propriétés de pH, donc on a dit que le pH
ou bien logarithme, pardon, transforme une puissance de 10, ok, à un nombre réel. Donc, dans ce cas, un entier ici naturel, ça veut dire égal à moins 14 fois moins 1, ça veut dire donc 14. Ok. Même chose pour pH égal à logarithme de 5 fois 10 à la puissance moins 2. Ok. Alors dans ce cas, on a un produit. Ok. Donc je peux le transformer en une somme. Ici, je ne dois pas oublier le moins. Donc égal à moins logarithme de 5, ok, plus, et ici j'ai moins, donc je dois conserver ce moins-là, moins logarithme de 10 à la puissance moins 2. Et ça va donner égal. Alors, moins avec moins là, ça donne plus, donc 2 moins logarithme de 5. Alors ce calcul, je vais le faire aux calculatrices pour trouver la valeur de pH. Et lorsqu'on fait nos calculs, donc on va trouver que pH égale à 1,4. Alors là, c'est 1,4. Alors si on prend le calculatrice, il va nous donner directement la valeur de pH, sans passer par ces étapes. Moi, uniquement, je vous montre quelques techniques de calcul pour le logarithme décimal. Okay. Et cette technique, on l'applique pour tous les logarithmes, quelle que soit leur base. Et puis, on a logarithme de 10 à la puissance moins 7. Donc ici, je dois mettre moins. Donc, qui est égal à pH de cette concentration. Donc, je vais trouver 7. Alors là, j'ai 7. Et là, j'ai 14. Alors, pour nous, pH varie entre 1,4 et 14. Donc, sur tout cet intervalle. Okay. Et vous avez vu depuis longtemps que si pH est inférieur à 7, la solution, elle est acide. Si pH est supérieur à 7, la solution est basique. Si pH égale à 7, la solution est neutre. Et on va montrer ça au cours des leçons suivantes. Alors voilà tout pour pH. Alors maintenant, on va voir comment on mesure pH. Donc, petit 1 définition, petit 2 mesure de pH. Il y a 3 méthodes de la mesure de pH. L'une d'elles est très précise. Les autres ne sont pas tellement précises. Donc commençons par la première méthode et l'utilisation d'un indicateur coloré. Indicateur coloré. Alors on a vu l'année dernière ce que ça veut dire un indicateur coloré, mais ça n'empêche pas que je vais vous rappeler ce que ça veut dire un indicateur coloré. Donc, indicateur coloré, c'est quoi? Est une solution constituée par quoi? Alors, l'indicateur coloré présente deux formes, la forme acide et la forme basique. Ça veut dire une espèce chimique qui joue le rôle d'un acide et l'autre espèce chimique joue le rôle d'une base conjuguée de la forme acide. Okay? Donc, il se constitue par une forme acide qu'on va noter par HIND, ok?
et sa forme basique, alors qu'on va noter IND- conjugué. Dans cette solution, les deux espèces ont même concentration, ok? Voilà, en même concentration. Lorsqu'on prépare l'indicateur coloré, on mélange deux volumes égaux de la forme acide et la forme basique qui ont deux concentrations égales. Alors, donc, ces deux formes, ok, constituent le couple acide-base HIND, alors aqueux. Bon, l'équation associée à ce couple est la suivante. Alors HIND, dans des conditions, il se transforme en IND- en libérant un proton H+, et dans d'autres conditions, ici H+, et dans d'autres conditions, cette forme basique fixe un proton H+, et se transforme en cette forme acide. Voilà. Donc, ces deux formes, chacune, lorsqu'il est en solution, prend une couleur qui le distingue. Chaque forme a sa propre couleur en solution, bien sûr aqueuse. Et lorsqu'on met une goutte de l'indicateur dans une solution aqueuse, donc la forme prédominante, ça veut dire qu'il y aura une concentration plus grande, impose sa couleur. Alors c'est pourquoi, dans différentes solutions, bien sûr, solutions acido-basiques, selon le pH, l'indicateur coloré prend trois couleurs. On va voir comment ça se passe. Bon, en milieu, acide. Alors, on a un acide, par exemple, HA. Ok? Donc, on va prendre, par exemple, un bécher. Voilà. On met la solution S, bon, que ce soit acide ou bien base, et on ajoute quelques gouttes de l'indicateur coloré. Alors, si S est une solution acide, ok, donc en ajoutant l'indicateur coloré, ça veut dire qu'on a ajouté les deux espèces chimiques, la forme acide et la forme basique. Et cet acide va réagir avec quelle forme? Bien sûr, la forme basique. Donc, il va réagir avec IND- aqueux pour se transformer en. Donc, l'acide va perdre son proton, il devient base, à moins aqueux, et cet indicateur, ou bien cette forme, va capter le proton H+, pour se transformer en forme basique. Donc, plus HIND. Alors, voilà S.
dans ce cas, donc, on voit que la concentration de la forme basique diminue et la concentration de la forme acide augmente. Et puis, la forme acide va être prédominante. Ça veut dire que sa concentration est supérieure à la concentration de IND. Dans ce cas, la forme acide de l'indicateur coloré impose sa coloration, ou bien sa couleur à la solution. Et la solution prend la couleur de la forme acide. Alors, donc, en milieu acide, donc on a montré qu'il y a consommation des ions HIND- et formation de l'acide HIND, sa concentration augmente, donc il impose sa couleur. Donc j'écris ici HIND impose sa couleur à la solution, bien sûr. Bon, tandis qu'en milieu basique, alors dans ce cas, on a la base, par exemple, que je vais noter B, c'est une base, ok, ça veut dire S est une solution basique. Alors en jetant quelques gouttes de l'indicateur coloré, on va voir que cette base va réagir avec la forme acide de l'indicateur coloré. Et par la suite, il y a diminution de la quantité de matière de la forme acide d'après cette réaction chimique que je vais écrire son équation. Donc plus HIND-AQ, voilà, donc se transforme en, donc la base va capter le proton H+, pour se transformer en HB+, AQ, plus IND-AQ. Donc la concentration de l'acide diminue, la concentration de la forme basique augmente et par la suite, la forme basique de l'indicateur sera prédominante et ainsi il va imposer sa couleur. Donc, IND- impose sa couleur. Ça veut dire que la solution prend la couleur de la forme basique. Alors, nous, on est à propos de la mesure de pH. Donc, on va voir comment est-ce que vraiment l'indicateur coloré me permet la mesure exacte de la concentration des ions H3+, et par la suite pH ou non. C'est ce qu'on va voir. Alors, on a vu ici que, bon, d'après ce qu'on a vu, la forme qui prédomine dans la solution dépend de pH. Okay? Ça veut dire que la coloration de la solution dépend du pH de la solution. Okay? Donc, la forme prédominante de l'indicateur coloré, ça veut dire sa couleur imposée, ça veut dire la couleur imposée dépend de pH de la solution. Ok? Bon. On part par exemple d'une faible pH, ça veut dire de l'ordre de 1,4. Bon, je vais montrer ça sur un schéma. Bon, je vais effacer ça. Bon, voilà. On a par exemple une solution S.
donc à l'instant initial, pH est petit. Okay. Petit, ça veut dire on va prendre le cas limite, sa concentration égale à 5 fois 10 puissance moins 2. Et on ajoute une goutte d'un indicateur coloré. Donc S plus une goutte de l'indicateur coloré. Puis on commence à ajouter à cette solution une solution S' basique, okay, goutte à goutte. Ça veut dire on ajoute une goutte, puis une autre goutte. Ça veut dire on ajoute la solution basique progressivement. Donc ce qui va se passer, okay, alors puisque les ions, la base va agir avec l'acide, pH augmente. Il augmente progressivement. Donc à l'instant initial, la coloration de la solution, okay, est imposée par la forme acide. Alors en ajoutant S' progressivement jusqu'à ce que on va voir que la coloration du mélange prend une autre couleur qui n'est pas celle de la forme basique. Ok? Donc à une certaine valeur, la solution prend une teinte qui n'est pas la teinte de la forme basique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de la forme basique et la concentration de la forme acide sont sensiblement égales. Okay. Et on va noter ce pH où la coloration de la forme basique acide a disparu par pH 1. Alors je vais ici tracer l'échelle des pH. Voilà. Alors ici, pH 1. Alors, ok, lorsque pH de la solution est inférieur à pH 1, on a la forme ou bien la couleur qui apparaît dans la solution, donc couleur de la forme donc la forme acide CHIND. Ok? Bon, ici c'est HIND qui domine ou bien prédomine. HIND prédomine. Bien sûr, il va imposer ça. Alors, dès que pH de... Donc, continuons à ajouter la base, pH de la solution diminue, ok, augmente, pardon, jusqu'à ce qu'il atteigne la valeur pH 1. Alors, dans ce cas, donc j'ai dit que la couleur de HIND disparaît, mais elle n'apparaît pas la couleur de la forme basique, il apparaît une autre couleur qu'on appelle teinte sensible. Et on continue à verser la base, okay, goutte à goutte, jusqu'à l'apparition de la couleur de la forme basique. Supposons que lorsque pH devient égal à pH 2, okay, alors dans ce domaine de pH, on a la couleur de la forme basique. Ok? Et là, on a donc, alors ici, je ne dois pas mettre la concentration, donc IND est prédominante. Alors, dans cet intervalle de pH, la solution prend une teinte appelée teinte sensible. Teinte sensible. Et cet intervalle s'appelle zone de virage de l'indicateur. Okay. Zone de virage de l'indicateur.
l'indicateur. Alors, si on veut parler des concentrations, lorsque pH est inférieur à pH 1, on a la concentration de la forme basique, de la forme acide, est supérieure à la concentration de la forme basique, IND-. Alors, dans ce domaine-là, on a la concentration de la forme basique est supérieure à la concentration de la forme acide, voilà, HIND. Et sur cet intervalle, on a à peu près la concentration de HIND égale à la concentration de IND-. Alors, en tenant compte de tout ce que je viens de vous montrer, l'indicateur coloré ne nous permet pas de mesurer avec précision la valeur de pH. Ce qui nous indique l'indicateur coloré est que si je mets une goutte de l'indicateur coloré dans la solution, et la solution prend la couleur de la forme acide, alors dans ce cas, je serai sûr que le pH de la solution est inférieur à pH 1. Si, en ajoutant une goutte de l'indicateur coloré, et j'obtiens la couleur de la forme basique, donc je suis sûr et certain que pH est supérieur à pH 2. Mais si j'obtiens la teinte sensible en ajoutant une goutte de l'indicateur coloré, dans ce cas, je suis sûr que pH est comprise entre pH 1 et pH 2. Voilà. Donc le but de l'utilisation de l'indicateur coloré, c'est en quelque sorte de détecter cette zone de virage. On va voir ça par la suite. Donc je vais donner un exemple d'indicateur coloré donc pour vous montrer les valeurs de pH 1 et pH 2. Donc pour le bleu de bromothymol, voilà l'échelle de pH. Donc exemple, bleu de bromothymol. Donc on note uniquement par bleu de bromothymol, BBT. Alors, ici, on a la valeur de pH 1, c'est 6. Ok, voilà. Donc, 6. Alors, lorsque pH est inférieur à 6, la couleur de la solution est jaune. Ça veut dire que la forme basique de la forme acide de cet indicateur qui prédomine dans la solution, et la concentration de sa forme acide est supérieure à la concentration de la forme basique. Ok. Bon, entre 6 et 7,6, donc cette zone, c'est la zone de virage. Et la teinte sensible, elle est verte, ou bien verte. Ok. Et lorsque pH est supérieur à 7,6, la couleur donc de la solution devient bleue. Ça veut dire que, bon, si la couleur de la solution est jaune, donc si on ajoute une goutte de bleu de bromothymol, on voit la couleur jaune, donc pH elle est inférieur à 6. Je ne peux pas décider si elle est égale à 5, ou bien 4, ou bien 2. Donc si, par exemple, la couleur est verte, alors je suis sûr que pH elle est comprise entre 6 et 7,6. Et si pH est supérieur à 7,6, donc je suis bon, si j'obtiens la couleur bleue, donc je suis sûr que pH est supérieur à... Donc d'une façon générale,
la zone de virage a une largeur de 2 unités sur l'échelle de pH. Voilà. Donc ici, ce n'est pas exactement 10 unités, mais d'une façon générale. Bon, je vais m'arrêter ici. Donc la prochaine fois, je vais continuer avec vous, vous présenter les autres méthodes de la mesure de pH, utilisation du papier pH et utilisation de pH mètre. Et on va voir que le pH mètre est l'instrument le plus précis pour mesurer le pH. Et par la suite, en dernier paragraphe, on va parler des transformations chimiques s'effectuant dans les deux sens et on va vous présenter ce qu'on entend par transformation limitée. Merci.